Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se refait un petit tour au Tokyo Game Market. Alors, pour ce deuxième épisode, on va commencer avec Snail Antennae. On est sur un jeu de pli, mais pas vraiment. Entre must et must not follow, enfin bref, vous allez voir, c'est du à peu près. Toujours est-il qu'il y a 3 couleurs. Dans chacune de ces couleurs, on a des cartes qui vont de 0 à 9 et on a au total 2 exemplaires de chaque carte. Comment ça se passe à chaque pli ? Le lead player, le joueur qui lance le pli, choisit une carte au milieu de la table, il y a une carte de chaque couleur, puis à côté, il va associer soit 2 cartes de cette couleur-là, soit 2 cartes des 2 autres couleurs. Donc au milieu de la table, on a soit 3 fois la même couleur, soit les 3 couleurs différentes. Les 2 autres joueurs peuvent faire comme ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit mettre 3 fois la même couleur, soit les 3 couleurs différentes, ils font ce qu'ils veulent. Toujours est-il que pour gagner ce pli assez étrange, c'est d'abord ceux qui ont joué tout de la même couleur qui sont prioritaires. Et dans ces cas-là, s'il y en a plusieurs, c'est la plus petite valeur qui l'emporte. Ensuite, s'il n'y en a pas, s'il n'y a que des couleurs mixées, dans ces cas-là, c'est la plus grande valeur qui gagne le pli. Et le joueur qui a gagné le pli va jouer des cartes de sa main privée, de sa main classique, dans sa main publique, parce que chaque joueur a des cartes en main et des cartes posées face visible sur la table. Votre but, c'est toujours d'avoir des cartes en main, parce que si vous n'en avez plus, vous perdez instantanément, c'est-à-dire que vous ne mettrez pas de points, vous n'avez plus de points de vie en fait, et les autres joueurs, eux, vont marquer des points pour chaque pli qu'ils ont fait, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours avoir des cartes en main, sinon c'est terminé. Alors, on va jouer jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main, ou alors si on a réussi à tenir 5 plis. Le but ici, c'est de survivre, c'est de ne pas vider sa main trop vite, mais plus vous jouez fort, plus vous jouez par exemple toute la même couleur pour gagner un pli assez fortement, plus vous allez poser des cartes dans votre main publique. C'est là qu'est le twist du jeu, c'est là qu'est son cœur aussi de gameplay. Personnellement, je le trouve extrêmement technique. Je sais pas encore si je l'aime beaucoup ou si c'est complètement n'importe quoi. Bref, un jeu étrange mais qui vaut le coup. On continue avec Gachapon, un jeu de Daniel Newman. Ici, on est sur du pli, en multi-must-follow, comme dans Seas of Strife, si ça vous parle. On va y revenir dans 2 secondes. Et on va faire de la collection. Nos cartes, elles vont de 200 yens à 800 yens, c'est ça leur valeur. Et ce, dans 7 couleurs. Les gachapon, c'est les petits objets qu'on obtient dans ces machines à roulettes qu'on avait et qui doivent encore exister, dans lesquelles on met 1 euro, on tourne et on a une boule qui tombe et qui nous donne un petit objet à collectionner, un petit jouet. Ici, il va donc falloir gagner le pli pour être celui qui a le droit d'acheter. Vous avez le droit d'acheter parmi les cartes qui ont été jouées. Tous les joueurs commencent avec 5000 yens et donc vous devez acheter au moins une carte, mais vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Vous pouvez également acheter les premières cartes de la pioche à 500 yens la carte. Votre but, c'est tout simplement d'accumuler le plus de cartes de même couleur possible, puisque vous les scorez au carré du nombre que vous en avez. Autrement dit, si vous avez les 7, c'est 49 points. Pour gagner un pli, il faut donc avoir la carte de plus forte valeur dans la couleur demandée, mais si une autre couleur vient dans le pli, autrement dit un joueur n'a pas et il pisse une autre couleur, vous pouvez jouer cette couleur-là, et c'est la couleur la plus présente, avec la carte la plus forte, qui définit le vainqueur du pli. Ça nous donne un jeu qui est quand même très soumis à ce que vous allez avoir dans votre main de départ, c'est-à-dire que si vous n'avez que des petites cartes, ça va être assez compliqué de gagner des plis et donc de pouvoir acheter des cartes. Heureusement, les sous que vous gardez de côté vous rapportent eux aussi des points de victoire en fin de partie, mais bon, ce sera toujours moins que celui qui achète des cartes. Ça fait également un jeu très matheux, puisque vous allez vous dire, est-ce que j'achète une carte à 600 yens, c'est-à-dire que je dépense 3 points de victoire, mais combien est-ce qu'elle peut m'en rapporter ? Donc le joueur est en train de calculer combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte pour un demi-point ou un point de plus. C'est quelque chose qui est assez déplaisant pour les autres autour de la table, qui sont juste en train d'attendre que le pli suivant soit lancé. On est sur un jeu un petit peu basique et un petit peu trop matheux pour moi, et surtout, il est de 2 à 4 joueurs, avec une mécanique qui m'avait beaucoup plu dans Seas of Strife, cette mécanique de pouvoir retourner le pli en jouant d'autres couleurs, mais qui pour moi fonctionne à 4, 5 ou 6 joueurs, ce qui n'est pas possible ici puisqu'il se limite à 4 joueurs. Donc c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Pour l'instant, je suis pas convaincu, je demande à y rejouer, mais pour l'instant, je suis pas encore convaincu. On continue avec Idle Hands. Ici, on est sur du pli, du must follow, mais attention, c'est ce qu'on appelle du trick avoidance, c'est-à-dire que vous ne voulez pas gagner de pli, et on va très vite voir pourquoi. Alors, pour la partie technique, 4 couleurs, les cartes vont de 1 à 10,
À la distribution des mains, vous allez commencer par distribuer des cartes dans la main publique des joueurs, donc la main qui sera visible par la suite. Ça s'appelle des missions dans celui-là. Puis après, vous leur distribuez leur main privée et ils vont choisir une dernière carte qu'ils vont mettre dans leur main publique. Ici, quand on lance un pli, on doit commencer par placer une mission en jeu si on peut. Si on n'en a plus devant soi, on peut pas, mais bon, tant pis, c'est le joueur suivant qui le fera. Cette mission définit la couleur demandée à ce pli-là. Ensuite, tous les joueurs doivent jouer une carte en suivant la couleur demandée. Le gagnant du pli va ramasser toutes les cartes qui ont servi à faire le pli et les mettre dans sa pile de points de victoire. Et la carte mission qui a servi à définir la couleur demandée, elle va monter dans sa main privée. Il y a un système de vie de la carte comme ça, qui va de mission dans la main, puis de la main va être jouée dans un pli suivant. On a également facilement la possibilité de savoir quelles couleurs vont être demandées sur les plis suivants, puisqu'on a les cartes missions qui sont publiques devant tout le monde, donc on sait quelles sont les couleurs qui peuvent être demandées par la suite. Et on a également un deuxième point fort dans ce jeu-là, c'est que celui qui gagne le pli, vu qu'il prend la carte mission dans sa main, on sait qu'il a cette couleur-là et qu'il sera obligé de la fournir par la suite. La manche va s'arrêter dès qu'un joueur n'a plus de carte en main, et à partir de ce moment-là, on a un point de victoire pour chaque carte qui nous reste dans la main, youpi, tralala, mais après vous perdez 4 points pour chaque 4 que vous avez gagné ou qui vous reste dans la main ou que vous avez en mission, et vous allez perdre 8 points pour chaque 8, qui est exactement de la même manière dans votre main, dans vos missions, dans vos points de victoire, enfin dans vos cartes gagnées. On cherche donc à éviter à tout prix les plis ici. Vaut mieux faire 0, avoir débarrassé sa main, que d'essayer de faire 2-3 points. Ici, le but, c'est de ne pas descendre. C'est comme ça qu'on gagne. Ce qui nous donne au final un jeu plutôt chaotique. Il peut être aussi assez frustrant parce que les 4 et les 8 vont être pissés à tout va, à droite, à gauche, j'aime pas ta tête, bah tiens je te file 8 points. Bref, c'est assez compliqué cette partie-là, ça en fait un jeu plutôt chaotique. Il reste quand même technique à côté de ça parce que pour gérer les missions qui remontent dans la main, qui sont jouées ensuite, qu'est-ce que je peux jouer, qu'est-ce que je peux pas jouer, qu'est-ce qui va être suivi, ainsi de suite, ça reste quand même assez technique sur cette partie-là. Au final, ça fait un jeu qui sera du côté fun de la balance, c'est-à-dire qu'on le joue pas pour faire un truc hyper froid et qu'on va jouer toute la soirée. Non, c'est un jeu qui est là pour mettre l'ambiance, pour qu'on rigole facilement avec et qu'on va jouer avant autre chose. On va jouer 1-2 parties de temps en temps. C'est pas un jeu que vous allez me jouer toute la soirée, ça c'est certain. Mais c'est pas pour autant qu'il est mauvais, loin de là. Moi perso, je l'aime bien, celui-là je le garde. Et pour terminer, on se parle de Haricots, qui est un shading, lui, un jeu où il faut vider votre main. Pour les règles, on a une version basique et une version avancée. Alors la version basique, c'est juste pour découvrir le jeu, après vous ne jouerez plus qu'en version avancée. Le principe, c'est donc de vider votre main. Pour cela, vous allez jouer des cartes seules ou plusieurs cartes, mais il faut qu'elles aient toutes la même valeur. La règle, c'est que quand il y a une valeur au milieu de la table, imaginons que quelqu'un ait joué un 4, il faut que vous jouiez 5 ou plus, avec une ou plusieurs cartes. Donc 5, une carte, un 5. Mais si je veux faire 8, je peux jouer une paire de 4, par exemple. Le premier petit twist, c'est que le 1 va devenir un 17 et le 2 va devenir un 16 quand la valeur au milieu du pot sera de 15 ou plus. Et votre but, c'est donc de finir premier pour avoir 3 points de victoire positifs, là où les autres joueurs perdront 1 point par carte en main. À votre tour, vous pouvez donc jouer des cartes dans le pot plus fort que ce qui est déjà présent, ou alors vous pouvez passer, et dans ces cas-là, vous piochez une carte de votre mini-deck de 5 cartes qu'on vous a distribué au début de la manche. Une fois que vous n'avez plus de cartes à piocher et que vous auriez dû en piocher une, bah là vous avez perdu, vous êtes sorti de la manche. Dans la version avancée, on vous propose une troisième option qui est de sortir de la manche en avance, de défausser une suite cette fois-ci, donc des chiffres qui suivent, et ensuite de perdre 1 point par carte en main. C'est là qu'il y a un vrai choix. Est-ce que je préfère sortir maintenant et perdre par exemple 2 points, au lieu de rester et espérer aller plus loin, mais peut-être perdre beaucoup plus de points. À l'arrivée, ça nous donne un shading assez intéressant, un peu basique, mais qui fait vraiment bien le boulot. Moi j'aime bien, on verra si ça tient sur la route. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est la fin de cet épisode sur le Tokyo Game Market. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.